Wesh wesh les amis. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'un objet curieux parce qu'on a vu qu'il y avait les Espagnols de Podemos qui ont sorti un bouquin d'ailleurs récemment traduit en français qui utilise la série Game of Thrones, le Trône de Fer, pour parler de concepts un peu intéressants de sciences politiques ou de sociologie. Alors nous on a aimé la démarche, on a acheté le bouquin et on s'est rendu compte que qu'il y avait de quoi faire et donc on va se proposer de faire un peu comme eux et de se servir de la série bien connue de Game of Thrones ou du Trône de Fer pour parler de concepts importants de la sociologie et d'un sociologue canadien qui s'appelle Erving Goffman et qui est pas trop connu en France. Donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas vu la série, on va vous contextualiser les petites scénettes et les petits dialogues entre personnages qu'on mobilise, et ne vous inquiétez pas non plus pour les spoilers, parce que déjà on va pas jusqu'à la fin des saisons les plus récemment diffusées, et puis en plus les extraits qu'on va mettre c'est uniquement 2-3 petits dialogues qui durent 1 minute avec seulement 2 personnages et qui donnent peu de clés de l'intrigue. Donc ne vous inquiétez pas, on va bien se marrer, et on va se marrer à développer un concept qui s'appelle le concept de stigmate, et qui définit en gros l'espèce de tare qui pèse sur tous ceux qui sont un peu en décalé par rapport à une norme, tous ceux qui contreviennent aux attentes et qui donc, comme ils ont une tare, un petit pins qui les qualifie comme stigmatisés, cette petite tare permet à n'importe qui de les rappeler à leurs manquements et de les disqualifier au nom de cette norme manquée. Et donc là, pour vous donner tout de suite un petit truc croustillant, on va vous montrer que Game of Thrones, c'est une série bien au point sur ce sujet-là, sur le sujet du stigmate, parce que là, dans l'extrait qu'on va vous montrer, il y a Tyrion Lannister, le nain, qui parle à Jon Snow, le bâtard des Stark, et donc il y a un nain qui parle à un bâtard, à un enfant illégitime, et qui va essayer de lui dire que justement, il sera toute sa vie un bâtard, mais que c'est vrai qu'il en souffre, mais que c'est pas très grave, parce qu'il faut qu'il l'accepte. Tout le monde pourra lui rappeler à son enfance illégitime et à son caractère de bâtard, mais qu'il doit faire avec et porter ce stigmate comme une armure. Donc on vous laisse avec les copains de Game of Thrones, et on revient juste après pour introduire notre propos sociologique. You're Ned Stark's bastard, aren't you? Did I offend you? Sorry. You are the bastard, though. Lord Eddard Stark is my father. And Lady Stark is not your mother, making you the bastard. Let me give you some advice, bastard. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor, and it can never be used to hurt you. What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes. Ok, donc là on a bien vu que tout stigmate, toute norme était définie justement par rapport à une petite ligne jaune, à un petit mur qui définit un intérieur et un extérieur. On est où les barbares au nord d'un mur ou les civilisés au sud d'un mur. On est où l'enfant légitime qui est bien au chaud à l'intérieur de la norme, ou le bâtard qui du coup contrevient à la norme de légitimité et l'enfant pas reconnu. Et donc toutes les stigmates dépendent d'une norme qui est un petit tracé arbitraire entre le normal et la normale. Et dès qu'on est stigmatisé, ça se voit bien avec cet extrait, et ben ça fait mal. On voit Jon Snow qui part un peu tout penaud, qui est pas du tout content que Tyrion lui rappelle qu'il est un bâtard. Et donc un stigmate, ça fait mal, c'est le premier point qu'on a envie de développer avec vous. C'est infiniment réactivable, c'est ce que lui dit Tyrion direct, il lui dit « Bon écoute Jon, je sais pas où est ton illusion, mais t'inquiète pas, on va te rappeler toute ta vie que t'es un bâtard, tu sortiras jamais de ce stigmate initial, ton père ne t'a pas reconnu, d'ailleurs lui il connaît même pas sa mère, il est dans la merde de Jon. Mais il sortira jamais de son statut de bâtard, et donc un stigmate c'est infiniment réactivable, on n'en sort pas. Et troisièmement, et c'est ça qui est joli avec la phrase de Tyrion, ben on a quand même des choses à faire. Et c'est très simple, c'est de se servir de ce stigmate qu'on portera toute sa vie comme une armure qu'on assume, qu'on porte et qu'on montre aux gens afin d'empêcher le monde extérieur de nous incriminer au nom de ce stigmate. Et donc avec cette petite phrase, ce petit dialogue de Tyrion et de Jon Snow, on a un peu résumé le propos qu'on va parcourir avec vous sur Game of Thrones et le stigmate.
Donc ce qu'on doit d'abord dire, c'est qu'un stigmate, ça fait mal. Hein. Faut jamais oublier que quand on est à l'extérieur de la norme, quand on est rejeté en dehors de ce qui est normal, bien vu et accepté par notre société, ben on en souffre. Et dans Game of Thrones, il y a pas mal de personnages qui nous permettent de sentir qu'être anormal, à peu près quelle que soit la manière dont on l'entend, porter un stigmate, c'est douloureux et ça fait mal. Et là, on va prendre l'exemple de Samuel Tarly, qui est un gars qui a pas de bol du tout. C'est un gros monsieur obèse et très très lâche, donc qui contrevient à tous les codes de virilité, surtout dans un monde comme dans l'heroic fantasy, qui est guerrier avec des épées, des chevaliers et beaucoup de combats. Lui, il est absolument pas viril, il est absolument pas courageux, il est obèse, il sait pas se battre, et donc il contrevient à tout ça, et on le jette dans une espèce d'armée de renégats, de mecs à moitié voyous, qui s'appelle la garde de nuit. Et donc on va vous mettre un extrait où vous allez voir que ne pas se conformer à la norme de virilité attendue, ben ça fait mal. Donc là c'est parti pour le gros Sam. Samuel Tarly of Horn Hill. I mean, I was of Horn Hill. I've come to take the black. Come to take the black pudding? Well, you couldn't be any worse than you look. You can't fight. You can't see. You're afraid of heights and almost everything else, probably. What are you doing here, Sam? On the morning of my 18th name day, my father came to me. You're almost a man now, he said. But you're not worthy of my land and title. Tomorrow, you're going to take the black, forsake all claim to your inheritance and start north. If you do not, he said, then we'll have a hunt. And somewhere in these woods, your horse will stumble, and you'll be thrown from your saddle to die. Or so I'll tell your mother. Nothing would please me more. Donc vous avez vu que le pauvre Sam, il en souffre de pas être assez viril par rapport à ce qu'on exige de lui dans son monde. Il y a même son père qui voulait le buter. Donc la virilité est une norme, ça peut être assez fort pour exclure radicalement celui qui ne s'y conforme pas. Donc imaginez si on décline tous les types de stigmates possibles, si on pense aux femmes, si on pense aux basanés, si on pense à n'importe quoi d'autre, tous ces gens-là qui sont anormaux, qui contreviennent à une norme, en souffrent. Donc c'est le premier point important qu'on peut remarquer facilement à Game of Thrones. Le deuxième point important, c'est qu'un stigmate, c'est infiniment réactivable. On le porte toujours, c'est indélébile. C'est comme un tatouage, c'est comme une marque qu'on ne quitte jamais et qui permet à n'importe qui, un peu à l'extérieur de nos vies, de nous rappeler « hé hé, t'es un nain » ou « hé hé, t'es une femme » ou « hé hé, t'es moche » et de rappeler à notre stigmate très très facilement. Et cette facilité du rappel à l'ordre, ce côté indélébile du stigmate, on le voit aussi dans Game of Thrones et on va rester avec nos personnages qu'on a déjà introduits. On va parler du nain Tyrion, là, le même qui est plutôt intelligent, là, vu les extraits qu'on vous a montrés. Donc ce petit nain intelligent, il a un père très puissant, et il fait partie d'une famille puissante dans la série, et du coup il exige, il revendique un héritage à la mesure de la puissance de son clan, puisque c'est le premier héritier légitime, et son père, tout rageux, alors que Tyrion, le nain, vient d'accomplir une énorme bataille, il a quasiment sauvé sa famille et sauvé son clan, il vient de sauver son clan, il revendique un héritage, et son père, tout tranquillement, lui rappelle à son nanisme et lui rappelle qu'il a aucun droit parce qu'il a déshonoré la famille simplement parce qu'il est nain. Donc on va vous montrer cet extrait et vous allez voir que même en ayant gagné une bataille très importante, ça ne suffit pas à laver le stigmate, on le porte à vie. I am your son and lawful heir. You want Casterly Rock? It is mine by right. We'll find you accommodations more suited to your name, and as a reward for your accomplishments during the Battle of Blackwater Bay. And when the time is right, you'll be given a position fit for your talents, so that you can serve your family and protect our legacy. And if you serve faithfully, you will be rewarded with a suitable wife. And I would let myself be consumed by maggots before mocking the family name and making you heir to Casterly Rock. Why? Why? You ask that? You who killed your mother to come into the world?
You are an ill-made, spiteful little creature, full of envy, lust, and low cunning. Men's laws give you the right to bear my name and display my colors, since I cannot prove that you are not mine. And to teach me humility, the gods have condemned me to watch you waddle about, wearing that proud lion that was my father's sigil and his father's before him. But neither gods nor men will ever compel me to let you turn Casterly Rock into your whorehouse. Go, now. Bon, donc on voit que c'est chaud pour Tyrion, hein. Il s'en prend plein la gueule et il quittera jamais son costume de nain. Donc dit comme ça semble douloureux d'avoir un stigmate parce que clairement, quand on en a un, ça part pas et on sait pas comment est-ce qu'on peut en sortir vu que même Tyrion n'y arrive pas. Alors après, rappelez-vous la citation du début, on peut s'en servir comme une armure. Et là, c'est heureux parce que Goffman dit exactement la même chose dans son livre. Il dit que le stigmate, c'est un peu comme la canne d'un vieillard. Et cette canne du vieillard, le vieillard, il a qu'à retourner sa canne pour en faire un bâton et cogner. Et donc du coup, Goffman appelle ça le retournement du stigmate. Et là maintenant, on va analyser différentes stratégies d'émancipation possibles pour les stigmatiser. On va analyser différentes stratégies de retournement du stigmate. Et à partir d'un des stigmates principaux de notre société et un de ceux les plus abordés dans Game of Thrones, qui est le stigmate féminin. Alors dans Game of Thrones, le rôle des femmes, c'est clairement pas le rôle de cuisinière ou de nana qui nettoie le sol. Hein. On voit jamais de prolétaires dans Game of Thrones, hein, ça n'existe pas. Par contre, le rôle des femmes, c'est le rôle des courtisanes, des femmes, des reines et des princesses. Et elles, on attend d'elles qu'elles soient la femme de leur mari, c'est-à-dire la femme d'un grand seigneur, qu'elle reste à la maison, qu'elle gère les rôles sociaux, qu'elle soit jolie dans des belles robes et qu'elle fasse ce qu'il faut dans les dîners. Et donc là, on va analyser plusieurs manières qu'ont des personnages féminins de Game of Thrones de se positionner par rapport à cette norme et de s'en émanciper. Et donc, le premier exemple, ça va être celui de Margaery Tyrell. Et Margaery Tyrell, elle accepte totalement ce rôle de femme. Elle prend sa belle robe, elle prend son beau sourire, elle reste toute gentille, un peu naïve et niaise, mais elle joue jusqu'au bout, elle l'accepte, elle endosse ce rôle comme une armure, et elle joue jusqu'au bout les intérêts de sa famille, elle essaye de jouer de ses belles robes, de son beau sourire pour gagner de l'influence, et on va voir qu'elle va jusqu'à rigoler de trucs complètement absurdes, comme quand elle est avec son futur mari, le roi Joffrey, qui est un roi complètement malade, pour ceux qui connaissent pas la série, et elle va jusqu'à rigoler de trucs complètement cons pour conforter son mari et un peu le manipuler et avoir de quoi faire sur lui. Donc voilà la première des stratégies qu'on va vous montrer dans un extrait. Do you like it? I just had it made. Probably one of the finest weapons in the Seven Kingdoms. It's beautiful. Will you show me how it works? And... Would you take me hunting sometime? Donc la deuxième stratégie, c'est complètement l'inverse, c'est de faire la femme qui refuse tous les prédicats et tous les stigmates du rôle de femme pour, au contraire, endosser tous les prédicats du rôle des hommes. Et du coup, vous allez voir un extrait où il y a Brienne de Tarse, une chevalière grande, très très masculine, et qui joue le côté masculin, qui va s'écharper avec un des chevaliers les plus puissants du royaume et les plus doués à l'épée, qui est Jaime Lannister. Et donc on va vous laisser voir cet extrait pour bien voir le contraste avec Margaery Tyrell. Even brothers and sisters, my lady. It's a long way to King's Landing. Might as well get to know one another. Have you known many men? I suppose not. Women? Horses? I didn't mean to give offense, my lady. Forgive me. No crimes are past forgiveness, Kingslayer. Why do you hate me so much? Have I ever harmed you? You've harmed others. Those you were sworn to protect. Weak. The innocent. Has anyone ever told you you're as boring as you are ugly? You will not provoke me to anger. I already have. Look at you. You're ready to chop my head off. Do you think you could? Do you think you could beat me in a fair fight? I've never seen you fight. The answer is no. There are 3 men in the kingdoms who might have a chance against me. You're not one of them. All my life, men like you've sneered at me. And all my life, I've been knocking men like you into the dust. If you're so confident, unlock my chains. Let's see what happens. Do you take me for an idiot? In.
Vous voyez, là, les stratégies ont l'air complètement opposées. On a d'un côté Brienne qui est plus garçonne que n'importe quel garçon, que n'importe quel mec. Elle est plus chevaleresque que n'importe quel chevalier, plus honorable que n'importe quel homme honorable. Et du coup, ça a l'air tout à fait opposé à Marjorie qui joue les belles robes et le beau sourire et les rires couillons. Donc en apparence, tout oppose ces deux stratégies. Mais en fait, ces deux stratégies de retournement du stigmate et d'émancipation malgré le stigmate ont en commun de laisser la norme intacte. C'est la même masculinité et la même féminité qui est jouée par les personnages de Marjorie ou de Brienne. Elle ne modifie pas le tracé de qu'est-ce qui est être homme, qu'est-ce qui est être femme. Et Game of Thrones propose d'autres stratégies de retournement du stigmate. Il y a des personnages dans Game of Thrones, comme par exemple Arya Stark, qui font voler en éclats ce qu'on appellerait le rôle de femme, qui éclate complètement la frontière entre rôle masculin et rôle féminin. Et Arya Stark, c'est une gamine, ça c'est très important qu'elle soit une gamine. C'est une gamine dont la famille s'est fait pas mal misérer et qui se retrouve livrée à elle-même dans beaucoup de situations. Et cette gamine, elle se positionne dès toute petite contre sa sœur. Sa sœur, elle joue un peu comme Marjorie, elle est toute bien habillée, tout ça, et elle ne veut pas être une femme d'intérieur, elle ne veut pas avoir à attendre de se marier pour être dans un bon donjon et attendre de faire des réceptions, c'est pas ça qu'elle veut. Elle veut tirer à l'arc, apprendre à manier l'épée, et elle est au contraire très très garçonne. Et elle se retrouve à plusieurs moments de la série à être prise pour un garçon. Même parfois, elle se déguise elle-même en garçon. Et à chaque fois qu'elle se fait prendre pour un garçon parce qu'elle agit comme un garçon, cette petite enfant réagit de manière très pure et émotionnellement très forte, et elle dit « Mais non, I'm a girl, me prenez pas pour un garçon, c'est pas ce que je suis ». Elle revendique une autre féminité, une féminité complètement différente de celle attendue par la norme habituelle. Et cette autre féminité, dans Game of Thrones, on voit qu'elle existe ailleurs. On voit qu'au nord du mur, là où il y a les sauvageons, les obscurs wildlings, au nord du mur, la féminité est différente. Et là, c'est le personnage d'Ygritte qui a botté le cul à pas mal de mecs et qui n'est pas dupe du savoir des hommes et du savoir des hommes du Sud, qui est une féminité bien conquérante, et on va vous montrer des extraits pour en être bien sûr. You know nothing, Jon Snow. Donc il y a d'autres stratégies qui font voler en éclats complètement la définition de la féminité, et là c'est un personnage le plus puissant de toute la série, c'est celui de Daenerys Targaryen. Alors elle, c'est intéressant parce qu'elle commence vraiment misérable, hein. C'est personne, une meuf qui se fait à moitié prostituer par son frère, qui la refourgue à une horde de Mongols qui chevauchent une horde de Mongols à cheval. Et la meuf, petit à petit, Daenerys, elle apprend les possibilités que lui permettent son rôle de Khaleesi, donc de reine, et petit à petit, elle en vient à être la chef d'une horde mongole, puis à renverser des cités, jusqu'à gagner du pouvoir et être le personnage le plus puissant du jeu. Et elle le fait en faisant voler en éclats les définitions attendues de hommes et de femmes, parce elle pioche un peu dans le réservoir des rôles masculins et dans le réservoir des rôles féminins. Et donc on voit qu'on peut faire voler en éclats la norme masculine et féminine, mais c'est des stratégies coûteuses, hein. C'est possible pour Arya et Daenerys qui sont une gamine et des reines, mais le coût que ça entraînerait pour imaginer une meuf qui est mère de famille avec 3 enfants et 2 crédits, les coûts de cette stratégie de remettre en question l'ensemble des normes est trop élevé. Et donc on voit que c'est un peu générique à chaque avant-garde. Quand on est un mouvement d'avant-garde qui remet en question énormément des grands pans normatifs et des grands blocs normatifs, ça a des coûts élevés, et l'avant-garde est rarement des personnes normales qui ont tous les coûts normaux et qui se conforment à la normalité. C'est des personnes un peu atypiques. Et donc, on a vu que le stigmate, on pouvait le retourner, qu'il y avait des stratégies de retournement de stigmate et d'émancipation possibles, mais c'est des stratégies individuelles. Ça touche, comme on a vu, Marjorie, Brienne, Arya, Daenerys, mais individuellement, elles font ce qu'elles peuvent pour faire valoir leurs intérêts de femmes. Donc ça marche, mais ça suffit pas à remettre en question la norme collective. La norme collective, elle tient à peu près quoi qu'elle fasse. Et donc, ça se voit un peu dans la série. Chacune de ces femmes qui tentent de s'émanciper et de faire valoir leurs intérêts en retournant le stigmate, elles sont toujours vulnérables à un rappel à l'ordre. Elles peuvent à chaque fois se prendre un taquet et être rappelées à la définition normale et attendue de ce qu'est être une femme, et donc à se faire misérer. Et on va vous prendre un extrait de Brienne où elle se fait encore misérer, et ça lui fait pas que du bien. What's your business here? Traveling a prisoner.
You're a woman. A woman? Well, fuck me! If you've quite finished up... All right, we'll be going. Whoa! Whoa! Bon bah donc on vient de voir, avec Game of Thrones, on vient de parcourir un bon grand pan de la sociologie goffmanienne, on vient de voir ce qu'était un stigmate et quelle marge de manœuvre et possibilité d'émancipation il offrait, mais on a vu à la toute fin que ça suffisait pas à remettre en question le pouvoir collectif de la norme. Les rappels à l'ordre, le petit taquet qui arrive sur ta tête alors que tu crois t'être émancipé est toujours possible. Et donc dans une vidéo à venir, on va développer plus cet aspect-là, et on va utiliser des concepts de Bourdieu, hein, notre ami, on va utiliser des concepts de Bourdieu, le concept de violence symbolique et de domination, pour comprendre ce pouvoir de la norme et cette facilité qu'a le collectif à remettre dans le rang, à rappeler à l'ordre n'importe quelle tentative d'émancipation. Donc, comme Winter is Coming, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, n'hésitez pas à liker, à nous faire part de n'importe quoi, parce qu'on a besoin de se serrer les coudes, il va faire froid. À bientôt les amis, ciao.